Bienvenue sur le podcast Mon Budget Zen, le podcast où on parle d'investissement de manière simple, sans cravate et sans jargon financier. Je suis Thomas Creton, investisseur touche à tout depuis bientôt 10 ans et conseiller en investissement financier indépendant agréé par l'AMF. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on va décrypter tout type d'investissement sans langue de bois pour te faire passer à l'action. Dans la description, tu trouveras tous les liens pour démarrer gratuitement ou pour découvrir mes programmes de formation ou de coaching. Et si tu veux aller plus loin sur du contenu inédit, tu peux aussi me retrouver dans mes mails privés du lundi matin ou sur Instagram. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, je vais recevoir un homonyme du prénom Thomas, qui s'appelle Thomas Cornu, qui est le fondateur du site internet Libox, qui est un site qui agrège les différents sites internet de recherche immobilier, donc qui facilite énormément le travail de recherche de biens immobiliers, et surtout qui cible les données qui nous intéressent, notamment le cash flow, étudier un secteur, enfin bref, et j'en passe. Les élèves de la formation Start Immo le savent très bien, parce que j'ai un module, le module 4, qui est lié à la recherche de biens, je fais des démonstrations en direct de l'utilisation de cet outil. Et voilà, ça fait longtemps qu'on discutait avec Thomas de le faire intervenir sur le podcast pour parler d'une thématique qui est souvent très mal comprise par les investisseurs, toujours confondue. La plupart des gens confondent le terme de rendement, le terme de performance, le terme de rentabilité. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'éclaircir tout ça. Vraiment éclaircir, c'est quoi quelque chose de rentable en immobilier ou même en bourse, on fera le pareil avec la bourse. C'est quoi un rendement? C'est quoi un rendement brut? C'est quoi un rendement net? C'est quoi un rendement net? C'est quoi une performance? Comment vraiment distinguer tout ça pour que vous fassiez les investissements qui vous correspondent et aussi pour que vous parlez le même langage avec les gens quand vous parlez d'investissement. On va même aller un petit peu plus loin, on va même parler de TRI, donc de taux de rendement interne, parce qu'on va intégrer par exemple les intérêts et le fait d'amortir un crédit. On va aussi parler de l'intérêt du levier bancaire et aussi on va parler un peu plus d'actualité sur les taux d'intérêt qui remontent et aussi pourquoi c'est toujours intéressant d'investir aujourd'hui malgré la hausse des taux d'intérêt et à partir de quel moment on va considérer que c'est moins intéressant d'emprunter pour investir dans l'immobilier. Parce qu'au bout d'un moment, si les taux d'intérêt augmentent trop, évidemment, la question se posera. Et il va nous dire un petit peu quel est selon lui le point de bascule en fait, à partir de quel montant du taux d'intérêt on va pouvoir vraiment se poser la question si ça vaut le coup de continuer à investir ou pas. Enfin, du moins d'investir avec le levier bancaire. J'en profite aussi pour vous dire que je vais essayer un nouveau concept sur le podcast où, alors je vais vous diffuser bien sûr l'épisode en entier classique de l'interview et je vais tenter de faire un épisode que je vais sortir à la mi-semaine, c'est-à-dire le mercredi je pense, et je vais vous faire une sorte de résumé de vive voix des points les plus importants de l'épisode. Parce que je me dis que les épisodes, l'interview dure à peu près 1 heure, peut-être des gens n'ont pas le temps d'écouter tout, ou peut-être qu'en écoutant 1 heure, des fois on n'a pas retenu toutes les infos principales. Donc je vais essayer, c'est un test, donc j'ai vraiment besoin d'avoir votre retour, savoir ce que vous en pensez, donc dites-le moi par Instagram ou par mail, qu'est-ce que vous pensez de ce concept. Donc je vais sortir un deuxième épisode, une sorte d'épisode bis de cet épisode, où je vais retranscrire les infos essentielles qui sont à retenir de cette interview. Donc voilà, intro un petit peu longue, je suis désolé. Je vous laisse avec cet épisode avec Thomas Cornu de Libox sur les différentes notions de rendement, rentabilité et performance. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Thomas, comment tu vas? Salut Thomas, ça va super et toi? Ça va. C'est marrant d'avoir un homonyme. C'est pas compliqué pour se souvenir du prénom. Ouais. Ouais, ça va, c'est moins galère. Bienvenue dans le podcast, Thomas. Donc aujourd'hui, on va parler immobilier et on va décrypter un petit peu ce vocabulaire de rendement, rentabilité, qui sont des termes qui peuvent paraître des fois confus. Et je voulais vraiment qu'on fasse un épisode pour clarifier ça, pour expliquer la différence entre rendement, brut, net, la rentabilité, comment intégrer la plus-value, comment intégrer l'amortissement du crédit quand on parle de rendement immobilier. Et c'est un sujet qui paraît simple mais qui finalement est complexe. Et donc voilà. Bon, je voulais... est-ce que tu peux rapidement te présenter déjà, soit tu nous racontes un petit peu ton parcours rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Yes, avec plaisir. Donc moi je m'appelle Thomas Cornu, j'ai 29 ans. De formation, moi je suis ingénieur dans le monde de l'analyse de données et de l'intelligence artificielle. J'ai commencé C'est à la mode à en ce moment. bosser. Ouais, c'est un peu à la mode, ouais.
Alors, il faut faire attention justement parce que moi, je vois beaucoup de choses passer sur l'intelligence artificielle qui sont plus des effets de mode qu'autre chose, mais bon, pour en parler. Et j'ai commencé à bosser dans la banque, pas mal sur le crédit immobilier justement. Donc, je faisais des modèles un peu d'IA pour essayer de prédire des trucs sur le crédit immobilier. Un peu comme tout le monde, j'ai pris le virus de l'IMO en parallèle de mon CDI, donc j'ai commencé à investir à titre perso. Moi, j'aime beaucoup l'immeuble de rapport, c'est un peu ma spécialité. Souvent avec travaux, parce que c'est là qu'on faisait les meilleures affaires. Alors les travaux, je les avais un peu sous-estimés quand même à l'époque, et c'est un taf qui est assez important. Mais du coup, j'ai fait pas mal d'invest à titre perso, et depuis l'année dernière, je suis entrepreneur du coup sur l'e-box, qui est une application du coup pour aider les investisseurs immobiliers. Ok, bon, on aura le temps d'y revenir sur parler un petit peu de l'appli. Ouais, donc du coup, toi, t'es investisseur aussi à titre perso. Juste pour info, t'as combien de biens, combien de lots sur aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en ai 20, 20 lots, donc il y a 3 garages dans le tas, 17 lots d'habitation dans 3 maisons, donc je vais être à 14, 3 et 3 à peu près. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça te suffirait pour arrêter de travailler ou pas forcément? Ça pourrait me suffire, ouais. Ça dépend de combien tu as besoin pour vivre. Là, il y a un cash flow entre 2 et 3 000 euros par mois, donc globalement, ça suffit à la plupart des gens pour vivre. Ce qui est pas forcément mon objectif. Moi, j'ai un tempérament un peu hyperactif et je m'ennuie assez vite. Donc c'est pour ça que quand j'avais mon boulot, j'ai été obligé de faire de l'immobilier en parallèle. Quand je faisais mon immobilier en parallèle, j'étais obligé de monter une boîte aussi. Et du coup, je suis toujours un peu en recherche d'une nouvelle activité. Donc peut-être qu'un jour, ça me passera. Et même si aujourd'hui je pourrais être tranquille, on va dire, et profiter de mon IMO, déjà ça ne durerait qu'un temps. On va peut-être en parler tout à l'heure, mais au début tu payes pas de fiscalité. Il y a un moment, faut savoir arbitrer et suivant ta situation professionnelle pour racheter, ça peut être compliqué. Et là, pour le moment, c'est pas du tout l'objectif, même si je le pouvais. Là, je suis plus pris par mes projets entrepreneuriaux, développer de nouvelles choses, plutôt que d'aller me la couler douce à la plage. Bah, après, ça c'est souvent, enfin, c'est une fausse vérité, tu vois, le cliché de la liberté financière où voilà, on sirote le cocktail. Enfin, moi, tous les gens que je reçois sur le podcast, hein, qu'ils soient libres financièrement ou pas, ou qui prévoient de l'être, il y a personne qui prévoit en fait de rien faire. Je pars du principe que être quand même investisseur immobilier, c'est être un peu entrepreneur quand même, parce que ça Ouais. prend du temps, d'énergie, c'est voilà, c'est beaucoup aussi de la responsabilité. Et ça m'étonne pas ce que tu dis en fait, c'est que bah, même si tu pourrais arrêter de travailler complètement, au final, ce qui nous motive dans la vie, c'est de faire des projets et voilà, réaliser des choses, quoi, apporter de la valeur, réaliser des choses. Et j'ai jamais rencontré un seul investisseur immobilier, enfin un seul libre financièrement qui ne fait rien de sa vie, quoi. Et ils ont toujours des projets, et heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, ce serait triste, quoi. Non mais c'est sûr, mais moi c'est pareil, hein. Dans mon entourage c'est exactement ça. Surtout ceux qui ont réussi à atteindre ça un petit peu jeunes, tu vois, tous ceux qui sont autour de la trentaine et qui ont réussi à l'avoir. En général, pour réussir à être libre financièrement autour de la trentaine, faut quand même avoir un peu bourriné pendant les années qui sont avant. Et les gens qui sont capables d'en faire autant, en général, n'arrivent pas à s'arrêter, tu vois, parce que c'est des gens qui naturellement ont besoin d'en faire, et donc en fait, ils s'arrêtent pas. Mais c'est surtout qu'ils ont réussi à cumuler quand même deux choses assez difficiles, qui sont un travail classique salarié, parce qu'en général, si tu veux être un bon bourrin en immobilier, il faut avoir la bonne situation près de la banque, donc C'est avoir ça. un travail en CDI. Donc déjà, tu mixes deux travails, qui est le travail, ton travail classique, plus ton travail d'investisseur immobilier. Et puis si au bout d'un moment, enfin si d'un coup tout s'arrête, bah, c'est comme certains retraités qui partent en dépression, mais bon, quand t'as 60 ans, ça va, mais enfin, tu peux te permettre de ralentir, mais quand t'as 30 ans, passer de tout à rien, je pense que c'est pas possible, Ouais, t'as tu pas envie, hein. c'est trop chaud. Euh, ok, ouais, petit aparté philosophique sur la liberté financière. Euh, Est-ce que, bon, on va démarrer sur les premières définitions du sujet de l'épisode. Est-ce que tu peux essayer d'écrire assez simplement déjà la différence entre rentabilité et rendement dans l'immobilier? Ouais, c'est vrai qu'on entend souvent quelle est la rentabilité du bien, est-ce que le bien est rentable? Dans le langage commun, c'est ça qu'on utilise, mais en général, on parle de rendement quand on utilise le mot rentabilité en réalité. Euh, le rendement, comme on l'entend classique, ça va être le loyer annuel divisé par le coût du projet. Donc le prix d'achat, les travaux, les frais de notaire, ça donne un pourcentage entre 5 et 10, 15, 20%, ça va dépendre. Et ce qu'on appelle le rendement, mais ça, tu vois, ça marche en immobilier, mais ça marche aussi en finance d'entreprise de manière classique, c'est les revenus du capital. Donc, c'est-à-dire que tu as un capital qui est investi, admettons 100 000 euros, il te rapporte 5 000 euros de loyer à l'année, tu as 5% de rendement.
qu'on appelle le rendement locatif, vu qu'on est en train de faire de l'immobilier. La différence avec la rentabilité, c'est que la rentabilité, c'est les revenus du capital plus la variation du capital. C'est-à-dire que tu vas prendre aussi en compte la valorisation de ton bien. C'est-à-dire que si tu as acheté un bien 100 000 euros et que l'année suivante, il vaut 105, ben, en réalité, tu as gagné 5 000 euros de loyer, mais tu as aussi gagné 5 000 euros de valorisation du capital. Et donc, en fait, tu as une rentabilité de 10%, alors que tu as un rendement locatif de 5%. Donc, ça va être ça la différence entre les deux. Et il y a un truc sur lequel moi je me bats pas mal. Je fais aussi beaucoup de bourses parce que j'ai bossé un peu dans la finance. Et très souvent, on va comparer deux choses qui sont absolument pas comparables. Ça va être l'évolution de prix d'une action par rapport à un rendement locatif. Et on va dire, ah, il vaut mieux faire de la bourse parce que ça prend 8% par an, au lieu de faire de l'immobilier qui va te rapporter 6% par an net. Alors bon, les pourcentages à la limite, on s'en fiche, c'est pour l'exemple. Mais tu vois, d'un côté, on compare un rendement, un revenu sur un capital, alors que de l'autre, on compare, c'est même pas une rentabilité, c'est juste une évolution de prix. Donc Ouais, c'est une souvent, tu vois, valorisation, une plus-value ou une moins-value, quoi. c'est ça, mais qui ne prend même pas en compte les dividendes qui vont être versés et qui représentent en fait la partie revenu sur le capital dans la catégorie bourse, dans la catégorie action. Et donc ces deux pourcentages en fait n'ont absolument rien à voir. Donc quand on se dit je compare l'action Orange qui fait 8% avec l'immobilier qui fait 5, en fait ça veut absolument rien dire cette comparaison. Hmm. Donc ouais, si je récapitule un peu ce que tu as dit, il y a quand même deux notions essentielles qui est la partie rendement, c'est-à-dire on a 100 000 euros de quelque chose, 100 000 euros d'immobilier ou d'action, on a un rendement, donc en immobilier ce sera le loyer et sur des actions ce sera le dividende, et ça C'est c'est ce qu'on ça, appelle le rendement. En gros c'est ton capital il bouge pas, enfin il bouge pas. Sur un capital qui est donné, on a un revenu passif, hein, concrètement c'est ça, c'est le revenu passif, ce qu'on appelle le rendement, et d'un autre côté tu as, alors moi j'appelle ça la performance de la valorisation, Mhm. bon, et ça, c'est en gros, c'est le fait que l'actif, donc le prix, donc c'est 100 000 euros, s'ils vont à la baisse ou à la hausse, quoi. En gros, c'est ça, c'est la plus-value ou moins-value. Et ça vaut comme sur l'immobilier comme sur la bourse. Et ce que tu as décrit sur la rentabilité, finalement, c'est la somme du rendement et de la performance. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est quand tu prends les deux en compte, ouais. Ce qui est assez dur à calculer, parce que, alors, autant pour une action, ça se price tout le temps, donc il n'y a pas de souci. Pour de l'immobilier, bon, il faut savoir estimer la valeur tous les ans, savoir ce que ça va faire d'année en année. C'est beaucoup plus difficile à prévoir qu'un rendement locatif, où tu sais à peu près combien tu vas toucher de loyer tous les ans. Normalement, il n'y a pas vraiment de surprise. Alors que comment est-ce que ton bien va évoluer dans le temps en termes de prix, c'est un peu plus difficile à estimer. Et puis surtout qu'en plus, suivant les stratégies en immobilier, et puis au final, comme en bourse, hein, on peut avoir des stratégies de rendement où en fait, on s'en fout de l'évolution du prix. Ce qui va nous intéresser, c'est juste d'avoir le revenu passif le plus important possible. Et d'autres stratégies qui vont être des stratégies, alors pour l'immobilier, on appelle ça des stratégies patrimoniales, où ce qui va nous intéresser, ça va être l'évolution du prix à la hausse, et on s'en fout du revenu passif, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, la plupart des gens là qui ont fait pas mal d'argent en immobilier dans les dernières années, notamment à Paris ou des choses comme ça, bon bah eux ils ont bien compris la différence entre le rendement et la rentabilité parce que ils avaient des rendements qui étaient hyper faibles et pourtant ils ont fait énormément d'argent parce qu'ils ont fait des grosses plus-values le jour de la revente. Et ta plus-value en fait c'est un peu la somme de ta rentabilité en quelque sorte année après année parce que tu accumules tes plus-values. Tu le récupères pas tout de suite, c'est bloqué dans le bien, mais le jour de la revente, bon bah là c'est jackpot. Ouais. Et, et ça encore mieux si on parle de résidence principale. Alors j'ai fait un épisode spécial, mais ça sera encore mieux si on arrive à le faire sur la résidence principale, parce qu'on n'a pas d'impôt du tout sur la plus-value, donc ça c'est un beau jackpot aussi. Une belle niche à bien utiliser ça. Ok, et après, alors je reviens juste sur ce que je viens de raconter sur les stratégies IMO. Qu'est-ce que tu penses, alors on dérive un peu de l'épisode, mais qu'est-ce que tu penses, tu vois, des stratégies qui mixent le patrimonial et le rendement? Parce que souvent, il y en a qui sont un peu binaires et qui choisissent entre soit la stratégie grosse métropole, prix élevé, mais du coup, on vise la plus-value, et d'autres, les villes moyennes, et du coup, on s'intéresse plus au rendement qu'à la plus-value. Qu'est-ce que tu penses, tu vois, d'arriver à trouver une stratégie qui mixe un peu les deux, où on arrive à la fois à avoir un rendement correct, mais aussi une potentielle plus-value, et donc du coup une rentabilité globale vraiment intéressante. Ouais, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il faut essayer d'avoir le meilleur des deux mondes. Donc c'est bien de faire du gros rendement, mais c'est aussi bien d'aller dans des endroits, et ça existe, où tu peux encore avoir du rendement, mais c'est des coins qui sont prometteurs. T'as des gens qui ont investi dans des villes, par exemple Angers, bon alors c'est déjà assez gros, hein, mais Angers, t'investissais il y a 3 4 ans, c'était jackpot quoi, parce que t'avais des prix qui étaient hyper faibles, tu pouvais encore acheter des immeubles à des prix corrects et avoir des rendements entre 8 et 10%, ce qui commence à être très sympa. Et aujourd'hui, ça a pris quasiment x2, je crois, Angers sur 5 ans, hein, c'est hallucinant. Et après, tu vois, il y a un autre
il y a un autre élément hyper important à prendre en compte, c'est que là, on parle beaucoup de pourcentage, donc le rendement, la rentabilité. On va faire en sorte que la somme soit le plus élevée possible. Mais ce que tu gagnes, c'est toujours la multiplication entre l'assiette que tu investis, donc le montant que tu investis, et le pourcentage auquel c'est placé. Et du coup, d'un côté, on se dit, il faut avoir le meilleur des deux mondes, avoir un rendement qui soit assez sympa, mais aussi une rentabilité qui soit assez sympa, un potentiel de plus-value assez sympa. Mais il faut aussi investir le plus possible. Et là-dessus, tu vois, c'est un autre axe à prendre en compte, mais vaut mieux avoir 1 million investi à 5% que 100 000 euros investis à 20%. Parce qu'au final, tu gagneras plus d'argent. Et là-dessus, tu as quand même un petit avantage dans la case rendement, parce que le rendement te génère du cash tout de suite, des loyers tout de suite, qui te permettent d'emprunter un petit peu plus et qui te permettent du coup d'augmenter ton assiette investie. Donc au final, même si tu auras peut-être fait des biens qui sont moins rentables en termes global, parce que tu auras peut-être des gros rendements, mais dans des villes qui sont pas hyper dynamiques, donc globalement la plus-value ça va être zéro, par rapport à quelqu'un qui aura fait un super investissement, je sais pas, dans une ville un peu dynamique, type Rennes, Nantes, mais qui aura pas de rendement. L'avantage, c'est que ça va te permettre d'investir plus, parce que tes loyers vont venir dans tes revenus, vont permettre de baisser ton taux d'endettement et vont te permettre d'avoir des investissements qui sont plus élevés. Donc, il y a ça à prendre en compte aussi dans une stratégie un peu globale. Ok, super clair. Et si on creuse un peu maintenant la partie rendement, donc on a bien compris la différence entre rendement et rentabilité, et après même dans on va imaginer un arbre, hein, tu vois, t'as la rentabilité d'un côté, enfin la rentabilité, le rendement, la performance, et si on creuse la branche rendement, on entend parler de rendement brut, rendement net, rendement net. Est-ce que pareil, tu peux nous expliquer simplement ben, qu'est-ce que c'est ces trois notions? Ouais, et ben ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était le rendement brut. Donc en fait, ton rendement, ça va toujours être tes revenus divisés par l'investissement. L'investissement, il bouge pas. C'est toujours l'achat, les travaux, les frais de notaire. Et en fait, ton revenu, tu vas avoir ton revenu brut, ça va être les loyers. Mais tu peux aussi affiner un petit peu le calcul et dire finalement, en fait, mes loyers, je vais pas les toucher et les mettre directement dans ma poche. Je vais payer certaines charges. Et là, on va arriver sur du revenu net qui vont permettre de calculer le rendement net. Donc, en fait, tu vas prendre ton loyer auquel tu vas soustraire toutes les charges classiques d'un propriétaire. Hors impôt, ça va être la partie taxe foncière, même si c'est un espèce d'impôt, mais bon, on le met dans les charges. Ça va être l'assurance P&O, ça va être la gestion en agence, ça va être les frais de comptabilité, ça va être toutes ces charges-là qui vont dire qu'à la fin, mes 5 000 euros de loyer, si on reprend l'exemple tout à l'heure, à l'année, eh ben, ça va peut-être tomber que sur 4 000 ou 3 500. Et du coup, je vais prendre ce 3 500 plutôt que mon 5 000, que je vais diviser par le coût de mon investissement et ça va me donner mon rendement net qui est plus proche de la réalité, vu que là, bah, j'ai intégré toutes les charges. Juste là-dessus, donc j'ai bien compris là sur alors on me rappelle plus, c'est nominateur et dénominateur, je me rappelle plus quoi, sur la fraction, ce qui est en haut de la division, C'est donc c'est numérateur en haut, dénominateur en bas. numérateur, c'est un numérateur, dénominateur. Et sur le dénominateur, donc là, quand tu dis le coût du projet, qu'est-ce que tu inclus? Parce que moi je vois un peu de tout, tu vois, je vois des fois des gens qui incluent uniquement le prix du bien, d'autres qui incluent les frais notaires, d'autres qui incluent les travaux, enfin, pour toi, quand tu dis coût du projet, il y a quoi dedans? Alors là, de ce que je disais tout à l'heure, pour moi, l'essentiel, c'est prix du projet, travaux et frais de notaire. Parce que ça, c'est quand même Frais les, notaires, les, ok. les trois postes normalement les plus importants. Donc normalement, toi, ceux qui mettent que le prix du bien, ils se mentent à eux-mêmes. Parce que la réalité, c'est que, alors, bon, les travaux, je pense que la plupart les mettent quand il y en a. Frais de notaire, tu vas les payer obligatoirement. Soit tu les empruntes, soit tu les mets en apport, mais dans tous les cas, tu les as payés. Donc c'est pas normal de dire je ne prends pas ça en compte dans mon projet. Et si tu veux vraiment être hyper pointilleux, moi j'aime bien le faire, c'est que j'intègre aussi les frais bancaires. Tu vois, si jamais tu payes les frais de crédit logement, les frais de cautionnement, si jamais il y a des frais de dossier, bon bah ça en fait c'est des frais qui sont inhérents à ton projet immobilier, t'as pas le choix, il faut les payer. Donc normalement ça rentre en compte dans la rentabilité. J'en connais même qui sont un peu plus bourrins, ils vont prendre en compte les frais de visite. Tu vois, l'essence qu'ils ont utilisée pour aller visiter, le train, etc. Parce qu'en fait, normalement, tu dois diviser par tout l'argent que tu as été obligé de dépenser pour pouvoir faire cet achat. Donc, tu vois, si t'es allé au restaurant le jour de la visite, si t'as payé un hôtel, alors après, on rentre dans des trucs, moi, je pense que ça sert à rien non plus de Ouais, compter chaque là, euro. Tu vois, on se vide ça le va rien cerveau changer, carrément. mais la logique derrière, c'est ça, c'est de mettre tous les frais. Moi, je pense que le juste milieu, c'est de faire prix du bien, travaux, frais de notaire. C'est déjà pas mal. Ok. Et même si on met les frais de notaire en apport,
tu considères qu'il faut quand même les intégrer dans le coût du projet. Parce Ah que, ouais, bien sûr, ouais. Parce que là, en fait, on va parler de deux choses différentes. Ça va être d'un côté la partie trésorerie, financement, cash flow, tout ça, c'est une certaine famille. Et de l'autre côté, tu as la famille performance, rendement et investissement. Et en fait, euh, c'est pas parce que tu payes ton crédit, ton bien cash qu'il est plus ou moins rentable, mais par contre, il va pas t'apporter le même cash flow. C'est vraiment la différence entre la performance d'un actif et la trésorerie qui va te rapporter, qui est mesurée plutôt par cash flow, donc les frais de notaire. En fait, peu importe la façon dont tu le finances, il faut l'intégrer dans le calcul, ça ne change pas le rendement. Ouais. ouais, donc ouais, du coup, dans le rendement, tu intègres les frais notaires. Par contre, dans le calcul du cash flow, si tu as mis de l'apport, enfin si tu as payé tes frais de notaire, dans le calcul du cash flow, éventuellement, on n'intègre pas ça dans le coût du crédit en tout cas. Bah, du coup, vu qu'on intègre pas dans Non, le coût du crédit les mensualités, ça se reporte pas sur le cash flow, quoi. non, ça va se reporter alors indirectement parce que ta mensualité va pas être la même. Suivant si tu as mis les frais de notaire en apport, ça va te changer ta mensualité de quelques centaines d'euros. Et donc ton cash flow va être modifié, mais tu n'intègres pas directement les frais de notaire. C'est vraiment la différence entre le... C'est comme moi, je vois beaucoup de personnes, et ça c'est une erreur, qui disent je cherche un bien avec tant de cash flow. Ça c'est une erreur parce que le cash flow c'est un indicateur de trésorerie, alors que le rendement c'est un indicateur de performance. Et quand on fait de l'investissement, nous on cherche de la performance, et la trésorerie c'est important aussi, mais ça dépend de comment est-ce qu'on finance le bien. Tu vois, tu prends un immeuble à 10% de rendement, que je l'achète cash ou que je l'achète à crédit, il aura toujours 10% de rendement. Par contre, si je le prends sur un crédit à 15 ans ou si je l'achète cash, bon bah d'un côté je vais sûrement être en cash flow négatif et de l'autre je vais sûrement être en cash flow très positif vu que j'ai acheté cash. Pourtant l'immeuble c'est le même, tu vois, il a les mêmes caractéristiques, il rapporte le même loyer et c'est vraiment ça la différence entre la trésorerie et la performance. Donc faut éviter s'il y en a qui nous écoutent et qui disent je vise tant de cash flow, faites attention, c'est pas le bon indicateur moi je pense pour chercher un bien. Bah, après, il y a aussi le côté, tu te dis, si tu veux vraiment avoir un complément de revenu aujourd'hui, le cash flow peut aussi être pertinent parce que c'est ça qui t'indique en gros ce que tu gagnes aussi tous les mois, quoi. Ouais, alors je suis d'accord avec ça, hein. Je suis d'accord, même moi je le regarde, hein. Je dis de pas le regarder, mais quand je fais un investissement, je vais regarder que le cash flow soit quand même suffisant. Mais par contre, ça va pas être l'indicateur qui va me dire est-ce que je prends tel immeuble ou tel immeuble. Surtout quand les immeubles ont pas le même prix. Tu vois, si je regarde un immeuble à 300 000, un immeuble à 400 000, à rendement équivalent, ils vont pas avoir le même cash flow. Alors que pourtant, ils ont la même performance. Donc, je vais toujours regarder que le cash flow soit suffisant. Après, si tu as des conditions de crédit qui sont fixes, que tu connais tes conditions, tu sais que moi, je peux emprunter, je sais pas, à 20 ans à 3%. Bon, le rendement et le cash flow vont à peu près toujours faire la même chose si jamais tu mets le même apport. Mais si c'est dans la comparaison entre deux immeubles que c'est le rendement qui va te dire celui qui va vraiment te rapporter le plus d'argent. Et après, le cash flow, faut le regarder par sécurité pour te dire, bon, ok, je suis pas en négatif, je suis pas trop bas, et du coup, ça va pas me bloquer pour la suite. Alors, je reviens sur ce qu'on s'était dit sur le rendement brut net, donc tu l'as bien décrit. Après aussi, on parle de rendement net-net. Est-ce que tu peux aussi rapidement expliquer c'est quoi la différence entre le rendement net et le rendement net-net? Et ça va être la même logique, sauf que du coup, on va rajouter en plus les impôts. Donc le brut, on n'a que les loyers. Le net, on fait les loyers moins toutes les charges. Et le net-net, on va faire le loyer moins toutes les charges, moins les impôts. Donc les impôts, ça va dépendre du régime fiscal. La difficulté avec le cash flow et le rendement net d'impôt, c'est qu'il change d'année en année. Le rendement locatif classique aussi, parce que les loyers évoluent dans le temps, mais c'est plus léger. Alors que sur la partie fiscalité, très souvent, tu ne vas pas payer d'impôts pendant les X premières années, en fonction des travaux que tu as, en fonction de la fiscalité, et au bout d'un moment, ça va te retomber dessus. Et là, d'un coup, du coup, ton rendement net d'impôt va chuter. Donc c'est bien aussi de l'avoir ça en tête. Et c'est l'indicateur de rendement le plus fin, hein, le plus précis qui existe, où là, vraiment, tu prends en compte toutes les charges que tu vas payer. Au début, en général, rendement net égale rendement net d'impôt, quand tu vas bien gérer ton investissement. Et Ça après, il y a dépend un de la moment, stratégie aussi, parce que si tu fais un peu mal les choses, tu peux aussi avoir de l'impôt tout de suite, quoi. c'est ça. Alors normalement, la plupart des investisseurs font en sorte que, mais oui, ça peut arriver aussi que dès le début, t'aies des impôts. Ouais. Enfin, moi, je rencontre tellement de gens qui sont pas forcément au courant et qui payent, voilà, qui font du nu, sans travaux et qui, du coup, payent, à 50% d'impôts sur leur revenu. Donc, ça existe. Alors après, je pense que ceux qui écoutent ce podcast et qui sont un peu formés sur les finances perso, ils sont au courant quand même que de la niche du LMNP et tout ça, enfin, du régime réel. J'en ai fait des épisodes, hein, d'ailleurs, sur le sujet. Mais, euh, mais voilà, c'est pour dire que dans le pire des cas, si on s'y préoccupe pas, la différence entre le net et le net-net, il peut vraiment avoir un gros impact vraiment tout de suite.
Et si on fait bien les choses, c'est juste on peut avoir pas mal d'années sans payer d'impôts, enfin, pas mal d'années avec un net qui est égal au net, et après, mais après, je pense qu'aussi, il y a possibilité, tu vois, d'arbitrer. Par exemple, je sais pas moi, si au bout de 8 ans, on se retrouve à payer des impôts, peut-être arbitrer un bien, peut-être le revendre, refaire des travaux, des choses comme ça, non? Ouais, c'est ce que font la plupart des gens, ouais. Donc, comme tu dis, au bout d'un moment, quand tu as épuisé toute ta réserve de travaux, ou que tu as épuisé ton amortissement pour ceux qui font du LMNP, de la SCI, bon, bah, en fait, t'as pas trop le choix, faut revendre et partir sur un autre bien. Ça va te permettre, bon, bah, d'encaisser en général une petite plus-value, et puis derrière, de repartir sur un budget travaux, de repartir sur un amortissement, et puis de faire un cycle comme ça un peu éternel. Et ça rejoint un peu ce qu'on se disait au début. Tu vois, si jamais aujourd'hui tu fais plein d'investissements, tu te dis je suis rentier, c'est tranquille, pendant 5 à 7 ans, j'ai pas d'impôt. Le problème, c'est que quand tu vas arriver dans 7 ans, si tu dois revendre et racheter, et que tu as une situation où en fait t'as pas bossé depuis 7 ans et que t'as pas de revenus, ça risque d'être dur de réemprunter. Donc c'est ça aussi le souci qu'il faut avoir, qu'il faut anticiper un minimum et se dire c'est bon, je suis pas rentier encore jusqu'à la fin de ma vie pendant les 60 ans qui me Ça restent à va vivre, rien quoi. faire, ouais. Ouais, c'est des choses à calculer, bien sûr. Ok, et après, il y a la question, tu vois, de l'amortissement, parce que bon, là, on a parlé, voilà, de rentabilité, de rendement brut, net, net, net. Par contre, voilà, on sait très bien, enfin, les auditeurs du podcast le savent, que l'immobilier, l'intérêt de l'immobilier, c'est de faire du crédit, hein, pour en gros faire du levier et puis s'enrichir grâce à l'argent de la banque. Mais comment intégrer ça dans le calcul du rendement? Enfin, je sais pas si le calcul est compliqué, simple, mais comment tu l'expliquerais, comment l'intégrer? Alors ça s'intègre pas directement dans le rendement. Enfin, tu peux calculer ça d'une façon. En fait, euh, c'est là la différence encore entre le rendement et le cash flow, tu vois, parce que là, on reprend notre bien à 100 000 euros, qui nous rapporte 5 000 euros de crédit. En fait, c'est de loyer, pardon. De loyer, ouais. Donc c'est bien, on a 5% de rendement locatif, mais en fait, dans ce rendement locatif, on a une partie qui est perdue, entre guillemets, parce que c'est les intérêts qui vont être payés par la banque, et une partie qui va être capitalisée, qui va servir à rembourser le CRD, et une partie qu'on va toucher en cash flow. En fait, on a vraiment trois familles. Tu vois, quand tu touches 1 euro de loyer, on va peut-être plutôt faire 3 000 euros de loyer, ça va être facile. Tu payes tes intérêts, tu rembourses une partie de ton crédit et tu récupères du cash flow. En fait, ce que tu gagnes réellement quand tu fais un investissement immobilier, c'est pas uniquement le cash flow. Ça, c'est la partie liquide. Il y a une partie aussi qui va être le remboursement de la banque. Si tu payes 100 euros, par exemple, 500 euros de crédit immobilier, grosso modo, ça dépend de l'année, mais tu vas payer 300 euros de capital, 200 euros d'intérêt. Les 200 euros d'intérêt, ils sont perdus. Euh, Aujourd'hui, les taux sont à 3%. Si tu as un bien qui est à 5% de rendement net, en réalité, ce que tu gagnes sur ton capital, c'est à peu près 2%. Donc, ce que te rapporte vraiment ton bien, ça va être 2% de 100 000 euros, ça va être 2 000 euros par an. Sachant que ces 2 000 euros par an, suivant comment tu as financé, tu en auras peut-être 1 000 qui seront en cash flow que tu pourras récupérer tout de suite et 1 000 qui seront en fait dans le remboursement de ton crédit. Donc en fait, tu l'intègres un peu comme ça. Il n'y a pas de formule vraiment toute faite pour dire bah voilà ce que ça rapporte, mais c'est pour ça aussi que le rendement c'est un meilleur indicateur que le cash flow parce que le rendement prend en compte justement cette partie remboursement de crédit. C'est ça qui va dire bah voilà ce que je gagne c'est vraiment le rendement de mon bien moins ce que je paye en fait pour le financer. Donc c'est le taux du crédit immobilier. D'accord. Et du coup, avec les nouvelles augmentations de taux aujourd'hui, bon, forcément, c'est un peu moins bien qu'il y a 2 ans, forcément, mais tu considères, enfin, tu confirmes et considères que ça reste intéressant d'emprunter pour de l'immobilier, malgré les taux à 3% aujourd'hui? Ouais. C'est un gros sujet en ce moment et j'en parle beaucoup avec pas mal d'investisseurs. En fait, il y a un truc dont on se rend pas compte en France, c'est que on a des taux qui sont semi-variables en fait. C'est-à-dire que tu as un Et taux dans le qui bon est sens. fixe. C'est ça, en fait, ça n'évolue que dans un sens et ça évolue dans le sens qui t'arrange. Parce que si les taux montent, ton taux de crédit immobilier ne bouge pas. Par contre, si les taux descendent, eh ben, en fait, tu peux renégocier, tu peux baisser ton taux. Et ça, c'est un truc qui est magique en fait parce que d'un point de vue financier, toi, quand tu as un taux à 3%, un crédit à 3% et que les taux montent, en fait, cette dette, elle prend de la valeur, tu vois. Et si les taux montent, en fait, l'épargne va monter aussi. Il y a plein d'autres choses qui vont monter. Donc toi, tu te retrouves avec une dette qui finalement est faible dans un environnement de taux qui est élevé. Et du coup, cette dette prend de la valeur. Et par contre, si les taux baissent, et ben en fait, tu peux renégocier à la baisse. Et là, c'est tout bénef parce que toi, tu avais fait des calculs en te basant sur un taux de crédit à 3%. Et en fait, bah là, tu mets du beurre dans les épinards un petit peu. Et c'est ce qui s'est passé avec toutes les personnes qui ont acheté entre 2000 et 2010 et 2015 et qui ont connu toute la baisse des taux après,
durant ces années-là. Ils ont pu renégocier. Et Et rembourser aujourd'hui, ils beaucoup sont plus super contents. rapidement. Ouais, C'est soit ça. ils ont eu des mensualités ridicules par rapport à leur mensualité initiale, soit ils ont pu diminuer la durée et donc du coup être propriétaire beaucoup plus tôt, quoi. Et excuse-moi, il y a un truc du coup à garder en tête, c'est le principe du levier, c'est-à-dire que à partir de quand le levier est intéressant, là aujourd'hui on fait de l'immobilier avec l'argent de la banque, cet argent il a un coût, nous on le place sur un investissement qui nous rapporte un certain rendement, bon bah de manière totalement logique, hein, si le coût de ce que ça nous coûte à la banque, c'est pas très français mais c'est pas grave, est plus T'as faible compris. que ce que ça nous rapporte, bon bah on est gagnant. Tu empruntes à 3%, tu places à 5, t'es encore gagnant, tu vois. Donc après, il faut quand même regarder que tu aies des rendements qui soient suffisamment élevés, mais tu as quand même un levier avec un retour positif. Et ce serait quoi, selon toi, le point de bascule, tu vois? À partir de quel taux on commencerait à vraiment se poser la question, de dire, parce que j'imagine que, je dis une bêtise, mais si les taux ils sont à 15%, ça a plus de sens, quoi. Donc, à partir de quel est le point de bascule, tu vois, pour toi, pour dire, ok, en fait, là, à ce niveau de taux, ça vaut vraiment plus le coup, en fait, d'emprunter. Moi, je pense que le point de bascule, il est entre 5 et 10%, même si c'est dur à dire parce que l'immobilier, tu vois, tu as plein de localisations pour investir, tu as plein de stratégies qui vont avoir des rendements et des rentabilités qui sont pas les mêmes. Tu vois, le rendement d'un bien immobilier, en général, ça varie entre les 5 et 15% pour les plus rentables. Et ça, encore une fois, c'est que le rendement. En Mhm. général, quand tu intègres la plus-value, alors qui est assez dur à prédire, en ce moment, en plus, l'immobilier baisse un peu, donc bon, ce qui s'est passé dans les dernières années ne va sûrement pas se repasser dans les prochaines. Mais globalement, en fait, tu vas prendre entre 5 et 15% de rendement locatif et ta rentabilité, elle est assez souvent au-dessus de 10%, en fait, quand tu intègres les plus-values. Et Mhm. donc, du coup, même si tu as des taux qui sont assez élevés, entre 5 et 10, globalement, tu peux t'en sortir. Le problème, c'est que tu pourras pas enchaîner parce que tu vas être un peu assommé au niveau de la mensualité. Donc, tu risques d'avoir des cash flows négatifs. Mais un cash flow négatif ne veut pas dire un investissement qui n'est pas rentable. Donc tu vois, ça va être plus compliqué, on est d'accord, mais pour moi, il y aura encore l'immobilier rapporte quand même pas mal en général quand tu cumules les rendements locatifs et les évolutions à la plus-value. Ok. Mais ouais, toi, selon toi, à partir du moment où on dépasse ouais, quand on est entre 5 et 10% de taux d'intérêt, enfin, ça peut, enfin, le point de bascule, il serait là a priori, quoi, sur l'intérêt de l'emprunt. Même si sur le global, hein, on a bien compris que la rentabilité globale du projet resterait intéressante, mais sur vraiment l'intérêt de faire un crédit, enfin d'utiliser le levier, ça restera, enfin, on commencera à se poser la question, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, l'idée serait peut-être de faire un peu comme se faisaient nos parents, hein, c'est-à-dire emprunter un peu plus court pour essayer de réduire justement l'intérêt. Parce qu'après, tu as une logique de dire, le crédit, tu l'as pendant 20 ans. Donc peut-être que pendant 20 ans, tu vas payer ton 10% d'intérêt et qui va te rapporter ton truc 10%, donc tu gagnes zéro. Mais 20 ans après, par contre, tu plus de crédit et tu as toujours le bien immobilier qui te rapporte 10% par an, tu vois. Donc il y a aussi ce côté logique. Et puis après, moi je crois ma mère, j'avais demandé, elle avait emprunté à 14%, elle, quand elle était jeune, son premier appartement. C'était une autre époque. Et là, c'est vrai que, enfin, la logique était pas de faire de l'investissement, c'était l'accès à la propriété. Ce qui est normal en soi. On te dit, l'accès à la propriété, ça a un coût. Là, on était vraiment dans un système hyper inversé et les gens se sont habitués à ça. C'est-à-dire qu'on te payait pour accéder à la propriété et puis pour faire de l'argent un petit peu sur dos de la banque. Donc en fait, on s'est habitué à ça, mais c'est pas un régime qui est hyper normal de base. Ouais, ok. Et ça, c'était à quelle époque? Dans quelle époque? Ça devait être dans les années 70, je crois. 70-80 peut-être. Et du coup, à cette époque, au final, les investisseurs immobiliers, enfin, c'était plus compliqué d'investir, quoi. Enfin, enfin, c'était vraiment axé pour les gens qui voulaient leur résidence principale, mais l'investissement immobilier, il avait pas trop de sens, quoi. Enfin, l'investissement immobilier grâce à l'argent de la banque n'avait pas trop de sens. Ouais, C'était je vraiment pense réservé qu'aux pas. gens qui avaient du cash, quoi. Ouais, je pense qu'il y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des crédits et qui s'endettaient à mort. À mon avis, c'était plutôt soit des gens qui avaient du cash et qui le plaçaient, plutôt que, tu vois, la différence entre placement et investissement. Donc c'était plus du placement, ils avaient du cash, ils savaient pas comment faire. Et puis après, les gens, c'était pour être propriétaires de chez eux. Mais finalement, toutes ces personnes ont bien fait parce que, tu vois, aujourd'hui, les personnes âgées, en général, ils sont propriétaires de leur maison. Les prix ont fait x2, x3 en 20 ans, 30 ans. Et même s'ils ont emprunté à 14%, en fait, ils sont largement gagnants au global, tu Mais vois. sur le long terme, ouais, ils sont ultra gagnants, C'est quoi. ça, c'est ça, Puis c'est ça. ils ont plus l'argent, enfin, ils ont plus que de loyer à payer, ils sont chez eux, Ouais, et puis ils ont une plus-value, enfin, ils ont un actif qui vaut quelques centaines de milliers d'euros et qui sera pas imposé. c'est ça. Donc non, franchement, même tu vois finalement avec des taux supérieurs à 10%, au final ils s'en sont sortis et aujourd'hui ils sont bien contents de l'avoir fait quoi. En fait, j'ai l'impression que plus les taux sont élevés et plus au final, c'est le long terme qui nous rendra gagnants, quoi. C'est un peu ça aussi.
Bah, de toute C'est façon, ouais, c'est c'est qu'avec sûr. avec des taux faibles, on peut se permettre de faire des projets sur 5-10 ans. Par contre, avec des taux très élevés, on sera gagnant, mais sur 20-30 ans, quoi. C'est ça. Alors après, moi, j'aime bien dire le long terme, c'est un peu comme le maquillage, ça cache les défauts. Donc, n'importe quel investissement à long terme est rentable. L'idée, c'est pas non plus de se dire, je suis obligé d'attendre le long terme pour commencer à gagner de l'argent. Normalement, plus tu fais ton truc de façon optimisée et plus ça te rapporte à court terme. Mais c'est sûr que ce type d'investissement, en fait, dans le temps, ouais, ça rapporte quoi. Et il y a un terme qu'on n'a pas mentionné, mais qui est souvent mentionné aussi, mais tu l'as plus ou moins décrit, c'est le TRI, le TRI, le taux de rendement interne, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux décrire ce que c'est et à quoi ça sert de le calculer? Enfin, si ça a un intérêt. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime beaucoup cet indicateur. C'est le plus efficace normalement. Pareil que ce soit dans l'immobilier ou que ce soit dans l'investissement classique. Le principe du taux de rendement interne, c'est de prendre en compte tous les flux, c'est-à-dire le cash flow que tu vas toucher année après année, mais aussi ce que tu vas toucher le jour de la revente. Donc pour calculer ça, il faut que tu te mettes une hypothèse de revente. Il faut que tu dises, bon bah je suppose que je vais vendre mon bien que j'ai acheté 100 000 euros dans 10 ans à 150 000 par exemple. Et du coup, tu vas essayer de te calculer une espèce de rentabilité annualisée. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas toucher 5% la première année, 5% la deuxième, 5% la troisième, etc. Et la dernière année, tu vas toucher peut-être 100%. Enfin, allez, 50%, tu vois vraiment la plus-value d'un coup. Et si tu essayes d'annualiser ça, en fait, sur toute la période, tu vas trouver qu'en moyenne, tu avais un taux de rendement interne qui était, je sais pas, à 12%, à 13%, par exemple. Après, la méthode de calcul est un petit peu pointue. Sans entrer trop dans le détail, en fait, tu calcules avant ce qu'on appelle une valeur actuelle nette. Donc la valeur actuelle nette, c'est le principe de dire en fait 1 euro aujourd'hui n'a pas la même valeur qu'1 euro dans 10 ans, parce que tu as le phénomène d'inflation, tu as le phénomène de perte en valeur de l'argent. Donc en finance, on dit qu'on actualise les flux. Donc c'est-à-dire tu vas dire en fait mon euro aujourd'hui, il vaut 90 centimes dans 10 ans, tu vois. Tout dans le sens inverse, excuse-moi. Et du coup, en fait, tu vas dire, la plus-value que je vais toucher, 50 000 euros, si je la fais dans 5 ans ou si je la fais dans 10 ans, c'est pas exactement pareil. Parce que si je la fais dans 5 ans, je peux la prendre, la placer, elle va me rapporter 10% par an, par exemple, si je la place en bourse, alors que si je la touche dans 10 ans, je peux pas le faire. Et donc, en fait, tu calcules d'abord cette valeur actuelle nette, et ensuite, par-dessus, tu vas pouvoir faire un autre calcul mathématique pour dire, voilà, quel est le taux qui met à zéro cette valeur actuelle nette. Je rentre pas forcément dans le détail, mais voilà, ça va te donner le taux un peu équivalent qui va te dire, en prenant en compte les cash flows et la plus-value, en prenant en compte la valeur de l'argent dans le temps, voici le taux de rendement, en fait, vraiment all-in de mon opération qui prend en compte la détention et les flux. Et pour toi, là je te parle vraiment à titre perso, quand tu recherchais un bien, alors je sais pas si tu recherches encore aujourd'hui, enfin si tu fais encore des opérations, mais quand tu recherchais ou quand tu recherches, est-ce que tu te fixes soit des rendements, soit des TRI, soit des cash flow minimum? Tu te dis ça c'est mon objectif minimum, sinon en dessous j'y vais pas. Parce que est-ce qu'il y a comment dire, une des variables qui a vraiment un no-go si t'as pas un minimum? Et si oui, quelles sont-elles? Moi, je me fixais surtout des objectifs de rendement parce que je regarde plutôt la performance que la trésor, comme je disais. Moi, mon objectif de rendement, c'était du 9% que je calculais en net. Net, voilà, ok. Voilà. Et alors, pour aller vite, là, c'est pareil, hein, parce que tu vois, le rendement net, un peu comme on disait pour le prix d'achat, on peut le faire à peu près, puis on peut être très précis, mettre les hôtels, les restaurants dedans. Le rendement, moi, j'aime bien calculer ce qu'on appelle un rendement net de taxe foncière. C'est-à-dire que je ne prends en compte que la taxe foncière dans les charges et je prends pas en compte le reste. Pas les charges de copro? Non, alors moi je fais que de l'immeuble, donc du coup les charges de Ouais, copro ok. Ouais, ça se passe plutôt c'est bien. toi qui les fais, ouais. C'est Ça. ça. Mais en fait, pourquoi je fais ça? C'est parce que la plupart des charges sont à peu près équivalentes, peu importe ce que tu achètes. Tu vois, la PNO, globalement, bon, Ouais, c'est un pourcentage à peu près. c'est un pourcentage. Les frais de compta, c'est à peu près fixe aussi. Les frais d'agence, ça va être à peu près fixe aussi. Par contre, la taxe foncière, en fait, ça peut vachement varier d'une ville à une autre. Et donc, quand je dois comparer un bien, par exemple, dans une ville où il y a un rendement brut à 10%, et puis dans une autre, le rendement brut est à 10,5%, suivant si la taxe foncière est très élevée dans une ville par rapport à l'autre, ça peut faire que j'ai une inversion au niveau des rendements nets. Et donc ça c'est pas mal, ça me fait un petit critère qui se calcule assez vite. Je prends juste en compte la taxe foncière, ça me fait mon rendement net, et je me basais sur du 9% là-dessus, c'était ça l'objectif et que j'ai toujours d'ailleurs dans mes recherches. Ouais, mais du coup, tu peux avoir ton rendement net en appliquant un pourcentage pour le reste des frais. Pour avoir ton vrai rendement net, finalement.
Oui, je pourrais, ouais, je pourrais. Après, tu vois, en fait, le fait, c'est de dire, mon 9%, je l'ai calibré de façon à ce que, en fait, je sais que mon vrai rendement net, ça va être à peu près 8. Tu vois? C'est une espèce de règle du pouce. Tu te dis, voilà, en gros, mon rendement net, vraiment bien calculé, je veux que ce soit 8. Donc, en gros, j'ai pas envie de m'embêter à chaque fois à remettre les frais d'agence, la PNO et tout. Donc, on va dire que je prends un net de foncière de 9, et puis ça va tomber à peu près là-dessus. OK. Et toi, à titre perso, tu investissais plutôt, tu en SCI, en LMNP? Tu as fait un peu les 2? J'ai fait un peu les deux, ouais. Moi, la stratégie que j'utilise, qui est celle qui marche pas mal, je trouve, c'est déjà de se blinder sur le LMNP, parce que Ouais, d'aller au TP, c'est une, ouais. une niche qui marche super bien. Alors, faut faire Moi, gaffe j'ai quand même l'impression que c'est quand là-dessus. même la meilleure, hein. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Ouais. mais moi, j'ai quand même l'impression que avant de partir sur la SCI à l'IS, enfin, c'est quand même dommage de pas exploiter à fond le LMNP, enfin, du moins jusqu'au plafond et jusqu'au ce qui est autorisé, quoi. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est la meilleure niche fiscale. Pour combien de temps, on sait pas, parce que c'est un peu dans le radar du gouvernement. Ah, a priori, ça fait 10 ans que c'est dans le radar, hein. Ouais, il y a quand même eu des trucs sur le RCS où ils nous ont un peu Mais c'est vrai. embêtés justement. Donc maintenant, tu peux plus faire du LMNP à l'infini. Tu vas passer à LC8 LMP. Donc ça a quand même fait mal à pas mal de monde qui avait 100 000 euros de LMNP et en fait, ils s'inscrivaient pas au RCS et du coup, ça passait. Donc maintenant, ça c'est plus possible. On sait pas si ça va changer. Moi, je pense que tant que tu fais ça de manière raisonnable, tu vois, les 23 000 euros, je sais pas s'ils vont beaucoup bouger. Donc je pense qu'on peut se permettre quand même d'en faire un petit peu. C'est pas mal. Ouais. L'erreur qu'il faut pas faire et que moi j'ai faite par contre, c'est de dire justement au début, je me disais pour mes premiers invests, le LMNP c'est une niche, il faut absolument que je parte là-dedans. Et du coup, je faisais rentrer n'importe quel projet dans la case LMNP. Et typiquement, mon premier immeuble, je l'ai loué en meublé pour faire ça. Et en fait, c'était une ville qui n'était pas hyper adaptée au meublé, ce qui fait que j'ai eu des petits soucis pour louer, tu vois. J'ai un peu plus de vacances locatives. Et avec un peu de recul, j'aurais mieux fait de le faire en nu et en SCI à l'IS du coup. Donc tu vois, il y a juste aussi faut pas tomber dans l'extrême dans lequel moi j'étais un petit peu tombé de dire il faut absolument faire du LMT, il faut absolument faire du LMNP. En général, il faut d'abord trouver un projet qui est rentable et ensuite on trouve le régime fiscal qui est plus adapté. Complètement d'accord, ouais, de pas non plus de dire ok c'est l'année fiscale donc voilà je vais faire du LMNP dans la Creuse. Alors j'ai rien contre les gens de la Creuse, mais enfin voilà c'est un peu le cliché, mais dans une ville où peut-être il y a moins de demandes sur le LMNP quoi. Il faut penser que pour du meublé généralement c'est quand même plus pour étudiants, éventuellement saisonniers ou bah, des gens qui sont en mobilité, donc c'est plutôt grande ville ou ville moyenne quoi dans l'idéal quoi. C'est ça, ouais. Et sur des logements plutôt petits aussi. Petit, c'est ça, ouais. Ou alors grand, mais si tu fais de la coloc, Ouais, généralement. voilà. Mais c'est vrai que si tu prends un T4 et que tu vas louer à des familles, le meublé, non, quoi. Ça marchera pas. Ça marche Si, pas trop, ouais. généralement. Ok, bah écoute, merci beaucoup Thomas, on a fait un beau petit tour, je pense. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'e-box maintenant? Alors, petit aparté là-dessus, c'est moi quelque chose dont je parle beaucoup dans ma formation Startimo, sur la partie recherche de biens. Il y a, voilà, il y a enfin, je fais des démos en coulisses, comment chercher un bien, machin, parce que bah, c'est une appli que j'adore et c'est la raison pour laquelle aussi Thomas est aujourd'hui sur le podcast. Mais je pense que tu en parleras bien mieux que moi. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment ça marche et pourquoi c'est sympa? Top. Ouais. Bah écoute, l'e-box en fait, c'est né de notre propre frustration avec mon associé. Moi, comme je te dis, j'ai un petit peu bourriné quand j'ai investi. Donc j'ai passé des heures et des heures sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur tous ces sites-là. J'ai passé des heures à construire des fichiers Excel aussi qui devenaient des espèces d'usines à gaz, t'imagines même pas, où je faisais des copier-coller dans tous les sens pour avoir toutes mes annonces, celles de Le Bon Coin, celles de Se Loger, celles de La Forêt, parce que sinon j'avais pas de liste, tu vois, uniformisée avec toutes les annonces de tous les sites. Des fichiers Excel pour calculer le rendement, le cash flow, des fichiers Excel pour calculer la fiscalité avec les amortissements par composante et tout. Je m'étais bien cassé la tête et à un moment on s'est dit c'est plus possible. Donc en fait vu que nous on est un peu issus du milieu de la tech, moi je le disais ingénieur dans la partie data et mon associé lui est développeur web, et lui aussi faisait des investissements, on s'est dit on va créer une application pour nous permettre d'aller plus vite dans nos investissements et pour pouvoir se libérer de toute cette galère en fait d'aller sur 10 000 sites. Et donc, on a créé ça en 2020. À la base, c'était une petite extension qu'on mettait sur le navigateur qui permettait d'aller un petit peu plus vite et d'avoir des données sur la ville, de faire automatiquement des petits calculs de rendement, etc. Et depuis, c'est devenu une vraie application web et mobile sur laquelle, en fait, on essaye d'accompagner les investisseurs dans toutes les étapes de leur achat et de leur analyse. Donc, on fait vraiment la partie pré-achat. On fait pas du tout de gestion locative ou tout ce qui va après.
Mais nous, du moment où tu prévois d'acheter et jusqu'au moment de la signature, en fait, on va pouvoir t'aider. On va faire plusieurs choses dans les grandes lignes. La première, ça va être de te donner les villes qui sont intéressantes autour de chez toi. On a pas mal d'investisseurs qui sont typiquement à Lyon, à Paris, à Bordeaux, qui sont dans des villes qui sont chères et qui du coup ne réussissent pas à trouver du rendement, et c'est normal. Et ces investisseurs, ils vont chercher en fait à s'éloigner un petit peu de leur ville, mais ils savent pas où, parce qu'il y a plein de villes en fait différentes et ils savent même pas exactement quels critères regarder. Donc nous, on va pouvoir leur dire par exemple, dans un rayon de 50, 100 km autour de chez toi, voici les villes avec tant de population, avec des prix qui montent, avec une démographie en hausse, avec tant d'étudiants, tant de chômage, etc. Ça te permet vraiment d'identifier en fait toutes les villes qui peuvent être intéressantes en fonction de ta stratégie d'investissement. Donc ensuite, une fois que tu vas voir les villes qui sont sympas, tu vas pouvoir chercher les annonces qui sont intéressantes. Et là, du coup, on a résolu le problème de avoir 15 onglets sur son navigateur avec tous les sites IMO. C'est qu'on va te mettre tous les sites, en fait, toutes les agences immobilières au même endroit. Donc, on a notre propre moteur de recherche sur lequel tu vas avoir une annonce du Bon Coin, puis une annonce de Bien Ici, puis une annonce de La Forêt, etc. Et il y a un truc dont Donc on s'est c'est rendu un compte là-dessus. agrégateur, quoi. C'est un Ouais, agrégateur c'est ça. de sites de recherche. Ouais. C'est un agrégateur là-dessus, ouais, sur lequel on rajoute des filtres aussi. Concrètement, sur le Bon Coin, tu as 3 filtres. Hein. Tu peux mettre la ville, le prix, la superficie. Pas grand-chose, bon, allez, le nombre de pièces. Et là, on va pouvoir te mettre des filtres en fait sur le prix au mètre carré, sur la différence de prix. Je ne veux que des biens 10% sous le marché, sur le DPE, sur l'ancienneté, enfin plein de choses. Et un truc qu'on n'avait pas conscience à l'époque, enfin on le savait, mais un peu de manière qualitative, tu vois. On n'avait pas vraiment de data pure. C'est que tu sais quand une annonce immobilière arrive en agence, en général l'agent immobilier le met sur son site. C'est la première chose qu'il fait, c'est plutôt il décroche son téléphone et puis il va voir s'il n'y a pas quelqu'un dans son réseau qui peut l'acheter. Ensuite, il va le mettre sur son site et en fait, il va attendre un petit peu pour voir s'il n'y a pas déjà des acheteurs qui visitent son site à lui, qui peuvent prendre le bien, et comme ça leur évite de payer les packs annonces sur Le Bon Coin, sur Se Loger, qui commencent à coûter une fortune. Et en fait, nous, on a calculé qu'en moyenne, une annonce, entre le moment où elle arrive sur le site de l'agence, typiquement La Forêt, et le moment où elle se retrouve sur Le Bon Coin, il se passe 5 jours en moyenne. Et finalement, 5 jours dans l'immobilier, c'est long, parce que ça veut dire que tout ce qui arrive sur Le Bon Coin, c'est tous les trucs qui sont pas déjà partis dans les 5 jours, en fait, sur le site de La Forêt, sur Orpi, etc. Donc c'est hyper important de regarder sur les sites des agences nationales, sauf que il y en a un paquet, quoi. Il y en a un paquet, et du coup faut soit être très motivé, soit avoir un agrégateur. Ça aide pas mal justement pour avoir un espèce de semi off market. C'est pas tellement du off market, mais ça te permet quand même d'avoir un petit peu d'avance par rapport à Ouais, ceux qui mais t'as quand même le filtre d'avant Le Bon Coin, quoi. Et ça, c'est quand même important parce que généralement, quand ça arrive sur Le Bon Coin, je vais dire que c'est trop tard, mais on m'a toujours dit, moi, que si ça fait plus de 48 heures que c'est sur Le Bon Coin, c'est que c'est pas une si bonne affaire que ça. Et donc, c'est à ça, moins ouais. d'être très rapide, c'est vrai que le côté d'avoir les biens qui tombent sur les sites des agences avant qu'eux le mettent sur Le Bon Coin, on a quand même un petit temps d'avance quand même sur le grand public, on va dire. C'est ça, ouais. Et ça peut vraiment faire la différence, ouais. Et ce temps-là, en plus, il s'allonge de plus en plus. Il y a des agents immobiliers là qui sont en train de gueuler parce que je crois que justement les packs annonces ont pris 300% en un an de prix. Se Loger et Le Bon Coin sont en train de se gaver. Et du coup, de plus en plus, en fait, les agents immobiliers, s'ils ont la possibilité de vendre via leur site, ils le font, quoi. Et c'est marrant. Hier, je discutais justement avec un investisseur aussi. On était au congrès du Club des Rentiers, si tu connais, avec Alex, qui est très sympa. Et il y avait un gars qui vendait et il s'engueulait avec l'agent immobilier parce que l'agent immobilier ne voulait pas mettre son bien sur Le Bon Coin. Il le mettait que sur son site, tu vois. Et du coup, quand t'es vendeur, c'est un peu chiant du coup parce que tu te dis putain, mais il y a personne qui va le voir. Et tu vois, en fait, j'ai dit ouais, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Parce qu'il a pas envie de payer les je sais pas combien. Bah c'est ça, ouais. Donc il se dit non mais on va attendre un peu, on va voir et puis après c'est si jamais ça part pas qu'il va aller sur Le Bon Coin et qu'il va payer, quoi. Donc ça va te permettre de faire tout ça et puis après tout ce qu'on a évoqué là pendant l'épisode, tous les calculs de rendement, de cash flow, la fiscalité, le TRI, tout ça. Pareil, on a plein de simulateurs qui permettent automatiquement d'analyser son rendement, d'analyser son cash flow, de savoir à quel prix je vais pouvoir revendre dans 5 ans, dans 10 ans, de faire le bilan comptable sur 30 ans, de savoir voilà, année après année combien je vais toucher de loyer, combien il va me rester de travaux, d'amortissement, etc. Et si je mets une revente, voilà, quel va être mon TRI et quelle va être la vraie rentabilité globale de mon investissement. Donc c'est vraiment une application qu'on essaie de faire tout en un pour toute la partie analyse et toute la partie recherche. Ouais. Bah franchement, moi j'avoue que je l'ai découvert assez tard. Hein. Sur le dernier projet que j'ai fait, j'en ai pas connaissance, mais je sais que si je refais un projet, je m'en servirai parce que ouais, je trouvais ça vraiment
Enfin, vraiment, vraiment super. Enfin, t'as enfin toutes les infos qui intéressent un investisseur, parce que c'est vrai que sur le Bon Coin, c'est quand même chiant, quoi. Parce qu'à chaque fois que alors, ceux qui recherchent vont le savent, mais t'as jamais toutes les infos qui t'intéressent vraiment. Des fois, il manque les charges, des fois, il manque la taxe foncière. Tu sais pas quel est vraiment le rendement, tu sais pas vraiment quel cash flow tu peux avoir. Enfin, là, c'est vrai qu'avec une appli comme l'e-box, en 2 secondes, tu as tous les éléments, et en plus du fait que voilà, tu as de plusieurs sites, hein, que tu n'as pas cherché sur plusieurs sites, tu as tout au même endroit, et tu as tous les éléments qui t'intéressent, donc c'est quand même bien. Je crois qu'il y a vous proposez 15 jours gratuits, hein, c'est ça, d'essai? Ouais, c'est ça, ouais. 15 jours d'essai, donc juste en s'inscrivant avec un mail, rien d'autre. Tu vas avoir 15 jours qui sont offerts, et après c'est un système du coup d'abonnement mensuel. Donc on a différentes formules en fonction du niveau d'avancement de l'investisseur, du plus débutant qui donne accès un peu au simulateur pour commencer justement à s'habituer à ces calculs de rendement, de cash flow, etc., jusqu'au plus actif, où là tu vas être sur le moteur de recherche, tu vas recevoir un mail en direct dès que tu as une annonce qui arrive sur n'importe lequel des sites immobiliers sur lesquels on est compatible, pour te dire tac, il y a un bien qui correspond à tes critères. Donc ça fonctionne en abonnement mensuel, et on a le partenariat du coup ensemble qui permet d'avoir en plus 20% sur les 20% sur les abonnements qu'on propose. Et pour ça, il faut s'inscrire. Au moment de s'inscrire, il y a un petit encart code de parrainage, code promotionnel. Et là, il faut mettre ton nom, Thomas Créton. Et du coup, le jour où les personnes vont s'abonner, ils auront les 20% sur tous les abonnements à vie. Ouais, c'est à vie, c'est important de préciser. Ouais. Ouais, de toute façon, je mettrai dans la description, je mettrai le code promo. Moi, c'est simple, c'est mon nom, c'est Thomas Creton. Il est maintenant sur la jaquette du podcast, donc pas d'erreur possible. Et je crois qu'il y a un lien affilié aussi. Je le mettrai. Ouais, ce qui est équivalent. Quand C'est tu la même cliques chose. sur le lien, ça va te remplir automatiquement le code, ça revient au même, ouais. Mais de toute façon, si les gens ils veulent juste tester même gratuitement, ils peuvent passer par mon lien, ou c'est au moment de payer qu'ils doivent rentrer le code parrain. Comment ça se passe? Non, c'est au moment de s'inscrire, donc c'est bien en fait, ils peuvent s'inscrire aujourd'hui, et puis si ils Si nous au bout de 15 rejoignent dans jours, ils 2 voient qu'ils ont semaines, besoin tant de mieux, plus, mais et si ben, c'est dans 6 mois, ça marchera aussi. ça marchera aussi. Donc du coup, faut pas hésiter à s'inscrire, à valider le code dès aujourd'hui, et Ouais, puis même le si, jour où ils auront envie de s'abonner, voilà, ça ouais, marchera ça marchera. automatiquement, ouais. Il y aura les 20% qui seront pris en compte à vie, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça, ils peuvent le faire à l'inscription. Super. Bah écoute, merci Thomas pour toutes ces explications. Pour terminer, est-ce que tu peux nous recommander un petit bouquin que tu as bien aimé, qui t'a fait un déclic, ou que tu aimerais recommander à l'audience? Alors moi, un bouquin que j'ai bien aimé dans la partie immobilier, c'est quand même celui de Julien de la Grandane. C'est Ouais, l'immobilier locatif intelligent, non? l'immobilier locatif intelligent, que je trouve très bien fait, qui m'a un peu lancé dans le truc. Tu vois, moi j'ai commencé un peu comme tout le monde, à coup de vidéos YouTube, à coup de machin. Ce bouquin est quand même très bien écrit. Je pense que c'est un truc qu'il faut avoir pour n'importe quel investissement, n'importe quel investisseur immobilier. Donc ça c'est top. Et après, dans un niveau un peu plus entrepreneurial, j'ai lu là il y a pas très longtemps de 0 à 1 de Peter Thiel, qui est un livre qui est très sympa aussi, plutôt sur la notion de création de boîte, de création de valeur, tout ça. Assez inspirant. C'est un mec qui a bossé avec Elon Musk sur SpaceX, qui a investi dans Facebook très très tôt et tout. Donc c'était un bon livre très sympa aussi pour ceux qui ont pour projet de monter des boîtes. Ok. Donc, l'investissement immobilier locatif intelligent de Julien de la Grandane, et de 0 à 1 de Peter Thiel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, super. Ben, Thomas, merci beaucoup pour ton temps, tes explications claires et limpides, et la présentation de l'e-box, hein, en espérant que les auditeurs ils pourront aller tester ça, et que, enfin, du moins ceux qui sont en recherche de biens et qui veulent tester ça, voilà, ils ont 15 jours gratuits, puis ils peuvent avoir le code s'ils veulent aller plus loin. Et puis merci à toi. À bientôt. Ben, merci à toi, merci pour l'invitation, et puis je te dis à la prochaine. À la prochaine, salut. Merci, salut. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as bien aimé, je t'invite à faire 2 petites choses. La première, c'est de t'abonner à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Et ensuite, de mettre un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide énormément pour rendre le podcast plus visible, et pour inviter donc des invités de plus en plus prestigieux. N'oublie pas aussi d'aller regarder dans la description tous les liens que je propose, que ce soit pour mes programmes ou pour le contenu gratuit.